le début de la parasha de Vayeshev. Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Avi Beretz Canaan. On a l'impression que ce passou qui vient un peu comme une introduction, que Yaakov s'installe dans la terre. Alors vous avez très joliment dit qui c'était, le nomadisme. Hein? Très bien. Quel est ton nom? Pardon? Non. Chirel? Très bien. Ah ben, c'était bien. Nomadisme, j'en ai trouvé encore mieux. Tribulation. Ça, je trouve que c'était beau. Parce que nomadisme était très bien, mais ça s'arrangeait moins bien en français. Mais le terme était très bien. Tribulation, c'est très bien. Donc, dans le pays des tribulations de ses pères, en terre de Canaan. Bien. Ben, qu'est-ce qu'on présente avec ça? On a l'impression qu'on nous présente quelque chose, mais on ne sait pas très bien quoi. Hein? אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. Donc voici, alors toldot, tous ces mots ont tous des traductions sur lesquelles les rishonim se disputent. Voici l'histoire, on va dire peut-être, de Yaakov. Yosef avait 17 ans, il était berger avec ses frères dans le menu bétail. C'était un jeune, un adolescent avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, les femmes de son père. Yosef rapportait ce qu'il y avait de mal à dire sur eux à leur père. Et Israël aimait Yosef parmi tous ses fils, qui benzukunim ou lo, car c'était un benzukunim. On verra déjà un peu de quoi il s'agit. Alors, ce verset il est difficile. On nous dit Ele toldot Yaakov. Voici l'histoire de Yaakov. Alors, vous savez, il y a plusieurs exemples. Ele toldot Hashamayim va'aretz. Ouais. Voici l'histoire du ciel et de la terre. Alors, on commence à raconter. Ou bien Ele toldot Noach. Noach ish tzadik, tamim bayabodrota, voici l'histoire de Noach. On raconte l'histoire de Noach. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avram, Avram olidé Yitzhak. On commence à nous raconter, on nous présentait toldot et on commence à nous raconter l'histoire de Yitzhak, puisqu'elle est annoncée, ou l'histoire de Noach, telle qu'elle est annoncée, ou l'histoire des engendrements de l'humanité qui est annoncée. Et ici, on commence Ve'ele toldot Yaakov, je trouve ça assez bizarre. Yaakov et Yosef, on dit qu'ils sont. On dit que leur destin est similaire, ça veut dire leur parcours est similaire, etc. Donc quand on raconte, c'est pour dire ça, c'est pour dire que quand on raconte l'histoire de Yosef, l'histoire de Yaakov, c'est quand même l'histoire de Yaakov. Oui, oui, c'est juste, c'est juste. Je ne peux pas dire que c'est faux, puisque je le pense aussi, mais. Quand on dit Vele Toldot Yaakov, c'est difficile parce que on commence pas à nous parler de Yaakov. Ensuite, si on commence à nous parler de Yaakov, il faudrait commencer il y a longtemps. L'histoire de Yaakov est là. Je crois qu'il a 108 ans à ce moment-là. Il a toute l'histoire derrière lui. L'essentiel déjà de la vie, elle est déjà passée. L'histoire avec Esav, l'histoire chez Lavan, le retour. Et ça ne s'appelle pas les Toldot Yaakov, ça s'appelle les Toldot Yaakov. Hein? De plus, à partir d'ici, on ne parle plus de Yaakov. Depuis que Yaakov s'est réinstallé en Eretz, on ne voit plus de Yaakov. On ne voit plus Yaakov. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous savez encore qu'on va dire de Yaakov à partir de maintenant? Quoi, qu'il va pleurer son fils disparu, hein, et qu'on n'arrive pas, qu'il est inconsolable. C'est pas il subit quelque chose, il subit l'histoire, il fait pas l'histoire. Ensuite, on lui annonce la naissance de Yosef, il va le rejoindre en Égypte. Bon, c'est déjà plus Eretz Canaan d'ailleurs.
hein, mais c'est rien, il est conduit, il est déjà complètement... Je ne dis pas, surtout pas, que Yaakov ne reste pas vivant. Ça veut dire qu'il ne se passe pas des choses énormes chez lui, mais on a l'impression que sa vie active, elle est finie. Ouais, on ne voit plus d'événements à noter dans ces Toldot. Très étonnant. Alors on va parler de Yosef, ok, d'accord. Mais on nous annonce Yaakov, et Yaakov, là où il fallait l'annoncer, on ne l'a pas annoncé, maintenant qu'on l'annonce, il est déjà hors jeu. Bien. Alors, je vais essayer déjà de parler du départ, du premier passage. Vous voyez, Shev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Canaan. Yaakov, il y a d'autres lectures bien évidemment, il s'est installé, il est demeuré dans le pays des pérégrinations, des tribulations, du nomadisme de son père en terre de Canaan. C'est-à-dire qu'on est en train de souligner quelque chose de spécial dans la vie de Yaakov. Vous savez que on pourrait considérer de façon générale que la vie d'une personne se passe en 3 phases. Il y a une première phase, c'est sa jeunesse, son adolescence. Hein? C'est Adam Levado, l'homme quand il est encore seul, quand il est jeune, il découvre la vie, il découvre sa place dans la société, il découvre ses aptitudes, il découvre ses déficiences parfois. Ensuite, il y a une deuxième période, il va s'établir, il va construire, il se met en couple. Il se met en couple, il fonde une famille. C'est la deuxième phase. Et ce couple qu'il a construit, il met des années pour le construire. Et puis après, il y a une troisième phase qui va être l'extension de cette personne, le rôle social qu'il va jouer, l'importance qu'il va avoir autour de lui. Et chez Yaakov, c'est très facile de situer ces 3 phases. La première phase, ce qu'on appellerait la jeunesse, l'adolescence, qui se poursuit d'ailleurs très tard chez lui, ça va être l'âge où il était à la maison, seul, avec sa rivalité avec Esav, l'achat du droit d'aînesse, le vol ou pas des brachot. Enfin, c'est là qu'il est encore jeune et actif seul. La deuxième phase va se dérouler chez Lavan. La phase qui va se dérouler chez Lavan, il va fonder une famille. Il va trouver une ou des femmes. Il va avoir une grande majorité de ses enfants. Donc il est en train de construire son couple, les éléments de son couple, le gagne-pain de son couple. Ouais. La troisième phase, eh bien, c'est après le retour en Eretz, qui a encore connu pas mal de péripéties, mais c'est pas là qu'on disait les Toldot Yaakov. C'est pas avant, c'est pas au moment où il est rentré en Canaan. C'est encore un moment où il se passe beaucoup d'événements, pendant 1 an et demi que dure le retour de Yaakov depuis Lavan jusqu'à ce qu'il s'établisse. Et maintenant qu'il s'est établi, ça maintenant il s'est posé, alors on va dire que maintenant on s'attend à ce que maintenant il commence à avoir une importance, sa famille est fondée, il a déjà son gagne-pain, les choses sont déjà acquises, et bien maintenant il va donner sa pleine mesure, c'est ce qu'on attend, n'est-ce pas? Bien. Et ici, curieusement,
Et contrairement à ses ancêtres, Vayeshev. Vayeshev, ça veut dire c'est un coup d'arrêt. Il s'assied, il s'installe, il s'arrête. Je dirais, il s'est posé. C'est-à-dire que là où on attendrait que maintenant le personnage de Yaakov donne sa pleine mesure, eh bien, Vayeshev, il se pose. Be'eretz Megurei Aviv, le pays où ses ancêtres, à sa place, ils ont mené leur histoire jusqu'au bout. Si vous regardez Abraham, le personnage d'Abraham va être intéressant de bout en bout. Ça peut arriver que pendant 20 ans, 30 ans, on n'a rien à parler de lui, mais je veux dire, le personnage central de l'histoire d'Abraham, ça va toujours être Abraham. C'est Abraham du début à la fin. Hein? Abraham, il est en train de lui avoir les trois phases. D'ailleurs, on connaît moins la jeunesse d'Abraham, mais enfin, on connaît moins sa vie avec Sarah, mais on connaît très bien, ou plus dans le détail au moins, tout ce qui va se passer, il reconnaît, il agit dans le monde autour de lui-même, il est reconnu, etc., etc. Yitzhak, c'est la même chose. Il est aussi dans le mouvement, dans les Megurei, les tribulations, ça veut dire dans l'agitation, dans le mouvement actif. Yitzhak, il est aussi actif, disons, on en parle jusqu'à une période très avancée de sa vie. Et Yaakov, ben non, quand il arrive à Eretz Canaan, où ses ancêtres avaient toujours été actifs et avaient marqué leur présence, eh ben, Yaakov, non. Yaakov s'arrête. Et c'est d'autant plus curieux qu'on va appeler ça les Toldot Yaakov. D'accord? Alors, on va effectivement relever ce qu'a dit Keren pour expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette troisième phase où Yaakov tout d'un coup s'arrête et l'histoire de Yaakov, c'est Yosef. Il a 12 enfants. C'est Yosef. Alors, Rashi, dans Parshat Vayetse, Perek Lamed Kafé, Vayhi kasher yalda Rachel et Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan, Shalcheini ve'elcha el Mekomi ou l'artsi. Lorsque Rachel enfanta Yosef, Yaakov dit à Lavan, renvoie-moi pour que j'aille chez moi et dans mon pays. Ouais. Rashi, Kasher Yalda Rachel et Yosef. Le verset parle de Kasher Yalda Yaakov et Yosef, comme il situe le désir de repartir de Yaakov, il est situé à la naissance, il insiste sur la naissance de Yaakov, de Yosef, pardon. Donc Rashi, Mi shenolad sitno shel Esav. C'est lorsque lorsque Yosef est né, c'est à ce moment-là il va partir, c'est ça qui déclenche tout. Pourquoi? Parce que est né le sitno shel Esav. Comment vous traduisez sitno shel Esav? Hein? Comment vous allez traduire ça? Mais je n'ai pas entendu. La haine. Le Satan de Esav. C'est pas la haine. Le destructeur. Donc là, c'est un peu Satan, c'est de la racine détruire, non?
Non. Détourné. Déborah? L'antagonisme, c'est bien. L'opposant. On traduit en général Satan par l'accusateur ou l'incitateur. Ouais. Enfin, celui qui va remettre Esav en question. À partir du moment où Yaakov a de quoi remettre Esav en question, contester Esav, remettre Esav à sa place, à ce moment-là, oh, c'est une nouvelle phase qui naît chez lui, c'est-à-dire chez Neymar, parce que le verset nous dit Vaya bet Yaakov esh, ou bet Yosef lehava, ou bet Esav le cache. Dans Ovadia, le prophète, c'est dans le premier Pérec, c'est marqué Yaakov sera du feu, Yosef sera une flamme, et Esav, ça sera de la paille. Esh belo lehava, eino sholet le merachok. Du feu sans la flamme n'a pas de pouvoir à distance. Il est sur place, il est fort là où il est, mais il ne s'étend qu'à cause des flammes qui se propagent. Michénoula Yosef, à la naissance de Yosef, Batar Yaakov Bakadosh Baruch Hu, Veratza Lashuv. À partir de ce moment-là, Yaakov a confiance dans Hachem, il a les éléments pour affronter son frère, et c'est là qu'il dit Kacher et Alda et Yosef. À ce moment-là, il dit ça y est. D'accord? Donc Rashi relève l'insistance du verset pour lier ce désir de retour de Yaakov au fait que maintenant il a Yosef. Bien. La vérité, c'est que Kol Atzmo chez Yaakov lo avad et Lavan, Ela, ou lo halach, le Lavan, Ela, le Yosef. Tout le personnage de Yaakov, il est allé chez Lavan dans le but d'avoir un Yosef. Ça y est, le but est atteint, on repart. Oh, en vérité, Lavan va lui demander, le supplie de rester chez lui, de travailler encore. Bon, vous connaissez, il a encore passé 6 ans là-bas. Et suite à ce qu'il devenait tellement riche quand il travaillait non seulement pour Lavan, mais aussi pour son propre compte, que Lavan n'a pas pu supporter cela, il a été jaloux, et ils se sont séparés, il est reparti en Eretz. Il y a un voyage très dramatique, avec plein d'événements terribles dans le retour jusqu'à Canaan, jusqu'à ce qu'il s'installe en Canaan. Et une fois qu'il s'installe en Canaan, l'histoire s'arrête. Et là va débuter la 3e phase de la vie d'Yaakov. Vous voyez, je fais une 2e phase qui fait les 20 ans qu'il y avait chez Lavan, pour trouver femme, pour fonder une famille, et le retour. Mais nous, notre verset, la Parshat Vayeshev, n'a pas parlé de ça, ça c'est déjà acquis. Elle commence seulement à partir de maintenant, il n'y a plus rien à raconter. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Elle est en train de nous dire que l'activité de Yaakov est remplacée par le rôle de Yosef. Ouais. Donc, et les Toldot Yaakov, maintenant qu'on est en Eretz Canaan, c'est comme si ça s'arrêtait, la vie de Yaakov, la vie publique, pas la vie intérieure, pas du tout, mais la vie publique de Yaakov, ça s'arrête, c'est fini, et cette 3e phase de la vie, cette Toldot de Yaakov, ça va se faire dans la personne de Yosef. Pourquoi? Mais pour la raison du verset. Parce que Yaakov tout seul ne peut pas agir là où il importe d'agir. Yaakov tout seul, c'est comme le feu, ça veut dire c'est là où ça vit, c'est là que ça donne, c'est l'origine de tout ce qui bouillonne, de tout ce qui produit quelque chose, mais l'action ne peut pas se faire, l'action du feu,
a besoin, le Merachok, et nos cholettes, le Merachok, il a de pouvoir à distance, il a de pouvoir sur le monde extérieur qu'à travers la flamme, et la flamme c'est Yosef. Donc on voit très bien que comme le but de Yaakov, c'est d'avoir une suite, d'avoir un rôle, il a une fonction dans l'histoire, et bien son rôle c'est à travers Yosef. C'est Yosef qui permettra à tout ce vécu intérieur de Yaakov d'avoir sa place. Oui. Et c'est pour cela que, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, le Midrash fait une comparaison, je crois que j'ai relevé 23 points de comparaison entre Yaakov et Yosef. 23 points. Incroyable, c'est le Midrash. En début de paracha, pratiquement. Et pourquoi est-ce que le Midrash insiste tellement pour dire ce qui arrivait à l'un, ça arrive à l'autre, comme l'était l'un, ainsi est l'autre. Tout le temps, il revient, il revient, il revient. C'est ahurissant. Moi, j'en dis 3, 4, 5, 6, 7 choses. Hein, ça suffit. Mais non, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que Yaakov, c'est Yosef. Ou Yosef, bras, kara de Abba. Le fils, c'est le prolongement, le continuateur, le pied du père. Vous voyez, c'est exactement cette image-là. Le fils qui continue le père, qui est les pieds du père, c'est Shalat Merachok, c'est ce qui permet au père d'aller plus loin. Donc Yaakov sait très bien que personnellement, il n'a pas de pouvoir contre Esav. Il ne peut pas exprimer cette force qu'il a d'opposition à Esav, et ça fait partie de son rôle, et ça va être donc Yosef. Donc, et les Toldot Yaakov, Yosef. On est d'accord? Bien. Alors, je dirais que le Midrash veut nous dire que Yaakov s'est incarné en Yosef. Ça veut dire il passe par Yosef. Pourquoi le Midrash tellement insiste sur leur proximité? Il veut dire c'est lui. Ce que fait Yosef, c'est Yaakov. C'est là, le pied de Yaakov. D'accord? Et quand on parle de l'affection spéciale de Yaakov envers Yosef, qui ben zekunim, alors on discute, qu'est-ce que ça veut dire ben zekunim? Qu'est-ce que ça veut dire, mademoiselle? Ben zekunim. Ça veut dire quoi? Rashi donne 3 explications. Lesquelles? Le fils qu'il a eu quand il était vieux. Bien. Le fils qu'il a eu quand il était vieux. C'est le premier pshat. Très difficile. Pourquoi? Parce qu'il a eu tous ses enfants en même temps, quoi. Très bien. Et puis il y a Binyamin qui vient. Et puis très très bien. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, en vérité, tous les fils, les 11 tribus et Dina sont nés dans le val de 7 ans. Ensuite, il y aura encore Binyamin qui viendra derrière, qui sera aussi appelé Yeled Zekunim. C'est un fils de la vieillesse. Donc c'est un peu difficile de prendre ce pshat-là. C'est le pshat de Rashi. Rashi a toujours ses raisons pour dire ce qu'il dit, mais pour le pshat, ça sera peut-être plus facile de rapporter ce que le Ramban dit. Le Ramban, il dit, Ben Zekunim, c'est un fils pour ses vieux jours. Ce qui est autre chose. C'est pas l'enfant qu'il a eu, le dernier, le petit dernier. Le petit dernier, on connaît ça beaucoup plus chez une maman. La canne de vieillesse. Pardon? La canne de vieillesse. Il y a une expression, le bâton peut-être, non? Bâton de vieillesse. La canne de vieillesse. La canne de vieillesse, le bâton de vieillesse. Enfin, c'est ça, c'est... Oui, parce que le petit dernier, on connaît cela. Mais c'est plutôt la maman qui a elle polarise, elle focalise beaucoup sur le petit dernier, n'est-ce On parle pas? pas beaucoup de Rachel. Comment? On parle pas de Rachel. Elle est déjà morte depuis longtemps. Mais
elle a eu Binyamin après que. Eh ben ça y est, il est déjà né. Quand Yosef a été envoyé en Égypte, Binyamin était né. Oui. D'accord. Alors, Binyamin est né dans les 1 an et demi du retour de Yaakov. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire aussi que Ben Zekené, ça peut dire, on peut dire que c'est le fils qui m'a rendu vieux parce que quand on a du souci, ça vieillit, ça veut dire le fils qui a eu, à cause de lui j'ai les cheveux blancs, c'est pas à cause de lui, mais le fait qu'il a été envoyé en Égypte, ça a été une grande souffrance pour Yaakov et c'est ça qui l'a affaibli physiquement et moralement. Bon, tu sais, tu peux garder ça pour les discours de fin d'année. Why not? Non, non, tu as des choses à dire. Alors le Ramban, il dit, Ben Zukunim, c'est ce que vous appelez le bâton ou la canne de la vieillesse. C'est l'enfant sur lequel qu'on garde à côté de soi. Vous savez par exemple que quand il était en Égypte, qui était son bâton de vieillesse? Éphraïm. C'était Éphraïm, le plus jeune fils de Yosef, qui demeurait en Goshen pour être auprès du grand-père, pour lui faciliter la vieillesse, pour l'aider dans son quotidien, pour être son confident. D'accord? Premier pshat. Deuxième pshat, Ben Zukunim, ça vient de Zikna, la vieillesse, dans le sens de Zaken Ze Kana Chochma, la Chochma. Et Rachidi, il a transmis à Yosef l'enseignement qu'il a eu chez Shem et Ever. Vous vous souvenez que quand Yaakov a dû fuir devant la menace d'Esav, il a étudié pendant combien de temps? 14 ans. Très bien, 14 ans. Chez Shem et Ever. Et cet enseignement, il l'a donné en particulier à Yosef. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui n'est pas l'enseignement des Avot. C'est pas l'enseignement des Avot spécialement. L'enseignement des Avot, c'est Avraham Avinu qui, lui, tout seul, trouve la Torah à partir de lui-même, à partir de sa réflexion, à partir de ses intuitions. Ça, c'est l'enseignement des Avot, qui aime Avraham et kol la Torah kula, kodem netinata. Avraham déjà appliqué toute la Torah avant qu'elle ait été donnée. D'où ça vient? C'est Avraham Avinu qui a comme ça des réflexions, des considérations, des intuitions qui lui permettent de comprendre la Torah. Mais il y a une deuxième Torah, il y a la Torah de Shem et Ever. Qu'est-ce que la Torah de Shem et Ever est là de particulier par rapport à l'enseignement d'Abraham? Ça, c'était une Torah qui a été transmise. C'est Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, il a donné un enseignement, et cet enseignement va passer d'Adam à Noach, à Shem, à Ever, qui est l'arrière-grand-père d'Abraham. Ça, c'est une tradition qui vient, une révélation. La révélation d'Hachem à Adam Arishon, ça, c'est une révélation pour toute l'humanité. L'histoire d'Avraham Avinu, qui est suivie de celle de Yitzhak et Yaakov, c'est leur histoire personnelle. C'est le développement d'une Torah qui a surgi à partir du bas, à partir de la vie, à partir de l'exil, à partir de la distance d'Avodah Zarah de Babel, qu'à travers ça, Avraham Avinu a découvert toutes les vérités. Ça, c'est une histoire exceptionnelle, mais c'est une histoire qui a été trouvée par Avraham Avinu. Mais il y a une autre histoire qui s'appelle Shem et Ever, c'est l'histoire de la tradition, de la révélation, des révélations qu'Hachem a faites à... Et il y a une grande différence, c'est que cette révélation de Shem et Ever, c'est une révélation mondiale, pour tout le monde, parce que Adam Arishon n'était pas juif ou non juif, c'était l'homme. C'est celui qui contient l'homme dans toutes ses dimensions. Alors que l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire des Havot, c'est l'histoire du peuple juif. Donc, il lui a transmis cette histoire universelle, il a transmis à Yitzhak, à Yosef, il ne s'est pas contenté, il ne lui a pas donné la Torah des Havot que tout le monde a eu. Et le troisième pshat, c'était qui lui ressemblait. D'accord? Bon. Donc, on voit, ça complète un peu, ça reprend un peu le Midrash, en soulignant certaines choses, mais en nous disant, Yosef, en vérité, c'est une redite, une continuité véritable de Yaakov. C'est pas seulement
celui qui va lui succéder, c'est pas l'héritier seulement, ça va beaucoup, beaucoup plus loin, c'est Yaakov lui-même. Yaakov, nouvelle génération. D'accord? Bien, on va avancer. C'est ressembleur. Ziv Ikunim, les traits du visage de son père. Ok? On va continuer. Une des raisons pour lesquelles Yosef était haï et sans doute aussi jalousé par les frères, c'est parce que Yosef avait une dimension supplémentaire par rapport à ses frères. De quoi je veux dire? Vous écoutez le rêve de Yosef. Vine anum almim alumim basade, vine kama alumoti. Voilà qu'on était en train de lier des gerbes dans le champ. De lier des gerbes dans le champ. Dites, il n'y a jamais eu d'agriculteur chez les Juifs. Quelle était la profession? Berger. Toujours berger. Toujours berger. N'est-ce pas? Toujours berger. Les Avot étaient bergers, les tribus étaient... Yosef Oya Roetson était Chav, il était gardien d'eux. Et dans sa vision, il se voit comme quelqu'un qui est un propriétaire dans le foncier, dans l'immobilier. Qui c'est l'immobilier pour vous? Non, c'était aussi un homme des champs, mais qui c'est le constructeur, le premier constructeur? Noir. Caïn. Caïn. Oui, Caïn, Haya Bonéir, il construisait une ville. Il s'investit dans la possession quand il s'est partagé le monde avec Evel, il a voulu le terrain. La terre, c'est la Kinyan, les choses qu'on possède, être propriétaire. Et Yosef, il est très inquiétant. Yosef est très inquiétant par rapport à ses frères. Il a une dimension, d'un côté, d'accord, il fait les moutons, mais son esprit, il travaille ailleurs. Il le voit déjà dans l'acquisition des... Ouah, il est dangereux celui-là. C'est un shaïgetz quelque part, c'est un sale juif. Hein? C'est un goy un peu quelque part. Quoi, il est dans l'olamazé. Il est comme ça, il a besoin de propre... Ouais. Et en vérité, c'est ça, à mon avis, ce qu'on appelle que Yosef, c'est le sitno chez Esav. C'est l'adversaire potentiel de Esav. Pourquoi? Parce que si les Juifs jouent la prudence, c'est des gardiens de moutons. Qu'est-ce que c'est les gardiens de moutons? C'est des gens qui, en fonction de la pâture, ils vont aller à gauche, à droite, ils ne s'établissent jamais. D'accord? Les Avot étaient prudents. Les Avot étaient prudents, c'est-à-dire, ils avaient tellement peur de s'embourgeoiser, de se fixer, de perdre leur valeur. Ils étaient toujours sur le qui-vive. Ils faisaient toujours attention, ne pas se fixer. Être megouré à vivre. Être en vérité toujours en déplacement, jamais fixé. Toujours avoir conscience, Solamazé, c'est juste un passage. Attention, attention, il ne faut pas se fixer dans ce monde-ci. N'est-ce pas? Et savent, et le monde goy, de façon générale, c'est les gens qui sont dans ce monde. Dans les tribus, on n'a pas quoi dire à Esav. Parce que si on a des reproches à faire à Esav, Esav il va nous dire, mais que je ne m'intéresse pas, toi tu es un solitaire, tu es un nomade, tu ne te fixes pas. Ben, c'est pas comme ça qu'on est dans le monde. On a le monde, il faut être dans le monde. Tu ne peux apporter la contradiction à Esav que parce que tu es dans le monde. Ça veut dire, si tu es dans le monde et que tu es un tzaddik, ça c'est une réponse, c'est une accusation, c'est ça, la astana,
c'est ça l'accusation, la remise en question d'Esav, c'est d'être dans le monde comme Esav, dans le sadé comme Esav, dans la possession, dans l'activité, dans la politique, dans tout ça, d'être dans le monde et de donner une autre image et de rester un tzaddik. Les gens qui sont tzaddikim parce qu'ils ne rentrent pas dans la société, je dirais, c'est pas une grande accusation. Je dirais, bon, alors quoi, est-ce que le monde il est seulement fait parce qu'il faut marcher sur la pointe des pieds dans le monde et on n'est jamais dans ce monde-ci? C'est vrai, ça ne posera pas des grosses questions aux autres. On ne se sent pas remis en question. Mais si on est quelqu'un qui est bassadé, alumim bassadé, il est dans le champ, il est dans la politique, il est dans l'histoire. Alors ça, s'il a d'autres résultats sur le plan moral et spirituel que Esav, ça c'est Sitno chez Esav. Il remet en question toute la construction des Esav. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Yosef, cette caractéristique qu'il a d'être dans la construction, dans le monde, sur le terrain, et pas d'être dans la prudence. Et pas être dans la prudence, d'être tout le temps en train de se... Oh, j'ai peur que... C'est ça qui, en réalité, inquiète les frères. Il inquiète les frères parce qu'il dit, mais c'est un goy qu'on a parmi nous. C'est quelqu'un qui veut s'établir dans ce monde. Et peut-être, que je dirais, ils sont peut-être jaloux. Ils sont peut-être jaloux. Qu'est-ce qu'il y a? Il a mal à l'épaule. C'est peut-être ça qu'ils sont jaloux, c'est-à-dire que peut-être ils sentent que Yosef, il est plus solide que eux. Parce que quelqu'un, quand il est un peu angoissé, il n'a pas confiance en lui-même, alors il reste en marge, il reste sur les bords, il ne participe pas. Mais de sentir que chez Yosef, il y a comme ça une vision de ce... Et Yosef, il est comme ça. Quand il a vu ça, c'est vrai. Yosef, il est sorti en Égypte. Yosef, c'était lui ou Achalit, Al-Koleret Mitzrayim. C'est lui le chef, le nourricier de l'Égypte. Il était dans la Mazée, il était nourricier du monde. Il a nourri l'Égypte. C'était considéré comme une divinité. Une divinité, ce Yosef, qui nourrissait l'Égypte. Grâce au mérite de Yosef, ils avaient... Le Sarapis, c'est une divinité qui reproduit le Yosef. Comme ça dit l'Agmara. Donc, personnage qui est, à la limite, inquiétant, il remet peut-être même les frères en question en disant, mais on peut être dans la lamazé et arriver à être tzaddik. Donc ça explique un peu de la haine et peut-être de la jalousie qu'ils avaient envers lui. Mais en même temps, c'est ça la traduction de Sitno chez Esav. Vous avez compris? Bien. Je me suis posé la question suivante. Où est-ce qu'on a vu que Yosef, c'était l'opposant de Esav? Moi, j'ai jamais vu. C'est pas quand il s'est mis devant Rachel. Voilà. Très bien. Ça s'appelle pas l'opposant, il a simplement... C'est la seule fois que, à ma connaissance, on voit Yosef avec Esav, c'est simplement qu'il a masqué sa mère pour que Esav ne la voie pas. Ça s'appelle pas Sitno chez l'Esav, c'est pas grand-chose. Dans l'idée, c'est dans leur compte. Il y a Esav, il profite du monde pour profiter du monde, et il y a Yosef qui profite du monde pour les choses spirituelles. Peut-être, peu importe. Maintenant, je ne suis pas en train de faire là. Mais on ne le voit pas, aux prises avec Esav. Jamais dans l'histoire, il y a eu de rencontre de Esav et de Yosef. La seule fois où tu le vois, c'est comme tu dis, c'est quand il s'est mis devant sa mère. Ça, c'est une histoire très privée. Ça, c'est la grandeur de Yosef, la sensibilité de Yosef. Ça, c'est les midotes de Yosef. Mais ça n'a rien à faire avec Esav personnellement. C'est pas ça qui est. Première question. Que Yosef n'est pas l'opposant à Esav. Deuxièmement, à propos de Hanouka. Hanouka, c'est l'affrontement de qui? Des Grecs et des Juifs.
Les Grecs, C'est ça. Les Maccabées. les Maccabis, qui c'est les Maccabis? C'est les juifs. Hein? C'est les juifs. Les Kohanim, très bien. Alors, c'est les Kohanim Gdolim, les Hashmonaïm contre les Grecs. Toute l'histoire des bougies, la fiole avec le tampon du Kohen Gadol. Ouais, c'est les Kohanim. Bene Vina, Bene Shmona, c'est les gens du 8. Ça veut dire que c'est la Bina, c'est les gens au-dessus de ce monde-là, la Pnimiyut. La Pnimiyut qu'il y avait dans le clan d'Israël, c'est le Kohen Gadol, l'Ifnaï et l'Ifnim qui pénètrent à l'intérieur, c'est eux qui ont eu raison des Grecs. Or, le Midrash dit, quand on parle des différentes oppositions dans l'histoire des Malchouyot, des oppositions qu'il y a eu contre le clan d'Israël, c'est marqué V'chocher al penetom, chocher ze Yavad, chocher ça représente Yavad, Cherchichu enem chez l'Israël, qui ont obscurci les yeux d'Israël, et l'ont dit Kitvu lachem she'en lachem chelek beloke Israël. Ils ont exigé des Bnei Israël d'écrire sur la corne du taureau qu'ils n'ont pas part au Dieu d'Israël. Tiens, la corne du taureau, il y a des pshatim qui sont donnés là-dessus. Un des pshatim les plus officiels, les plus courants, c'est que, qui c'est la corne? C'est le bonheur. Mashiach. C'est Yosef, parce que Yosef est comparé au taureau. Yosef, très bien. Bechor shoro hadarlo, vekarne re'em karnav, baem, yenagach yachdav af se'aretz, vehem alfe Ephraim, vehem alfe, vehem rivevot Ephraim, vehem alfe Menaché. La bracha de Yosef, c'est comme un taureau. Un taureau dans la puissance, le taureau il a il a une qualité que toute sa force, le taureau c'est dans ses cornes, Yenagar avec lesquels il encorne, il attaque. Le keren c'est toujours, vous voyez quand on a par exemple le bélier, cette espèce d'arme pour défoncer les murailles, ça s'appelle un keren. Vous voyez, c'est pour enfoncer les choses. Vous voyez? Et, pardon? Et Karné Rehem, il a les deux. Le Rehem a des cornes qui ne sont pas puissantes, mais qui sont très belles. Le taureau, ses cornes sont puissantes, mais n'ont aucune beauté. Yosef, c'est celui qui, à la fois, par sa puissance et par sa réussite, par son allure extérieure, Yosef, c'est celui qui est Yenagar Amim, avec lesquels il enfonce, il remet en question les nations. Les Grecs, contrairement, ou en plus de ce qu'on pourrait imaginer, n'ont pas seulement une opposition au Kohanim Gedolim, comme toute histoire de Hanouka. On n'a jamais cité dans l'histoire de Hanouka Yosef. Et pourtant, les Grecs voudraient qu'on écrive sur ce taureau-là qui fait tant de mal aux nations, ils voudraient dire on n'est pas rattaché au Dieu d'Israël. D'accord? Alors, c'est Yosef. Il y a une discussion, apparemment, il y a Yosef qui les remet en question. Et j'ai vu quelque chose de très beau, ou j'ai compris quelque chose de très beau sur cette paracha. Il y a une marloquette entre Rashi et Ramban pour savoir quelles sont les mauvaises choses que Yosef rapportait sur les frères à leur père. On sait de quoi il s'agit. Hein? Peu importe. Mais c'est les choses qu'on voyait chez qui? Rashi dit toutes les mauvaises choses qu'on voyait chez les fils de Léa, il allait les rapporter au père. Rashi a dit les fils de Léa. Et pourquoi? Parce qu'avant c'est marqué V'unar et bene
Bila ve'et bnei Zilpa neshe aviv, vayave Yosef et dibat Abraham et Aviem. Il était ami, il fréquentait les fils des servantes, Bnei Bila et Bnei Zilpa, il rapportait leurs paroles à leur père. Donc Rachid très justement va dire, c'est pas leurs paroles à eux puisqu'il c'était le copain. D'accord? Donc Rachid va dire, il rapportait les mauvaises choses qu'il voyait chez les fils de Léa. Le Ramban il dit, c'est pas juste. Pourquoi? Il dit parce que si Yosef avait apporté que les mauvaises paroles des fils de Léa, comment se fait-il qu'on ait pu penser tuer Yosef, alors que du côté de Yosef, il y a Rouven, qui est l'aîné, qui voulait le sauver. Il y a Yosef lui-même, et il y a 4 fils de servantes. Comment est-ce qu'on aurait pu toucher à Yosef? Ils avaient la majorité, ils étaient forts. Et alors on me dira, mais c'est des servantes. Ils ont... Oui, mais du point de vue âge, ils sont à peu près comme les autres. Et ils sont même plus âgés qu'Issachar et Zvouloun. Et ils ont Yosef et Reuven avec eux. Donc, comment se fait-il et quand on voit la vente, on voit que personne n'a levé la voix. Non seulement qu'il aurait eu des gens pour le défendre, mais en plus, on aurait dû voir qu'il y avait une opposition, même si les autres, ils avaient gagné. On ne voit pas ça. Donc dit le Ramban, qu'il rapportait les paroles de tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde la haïssait, et c'est pour ça que personne n'est venu défendre Yosef, sauf Rouven qui avait son calcul à lui. N'est-ce pas? Ah mais alors ça devient difficile. Il était copain avec les Bnei Bila, et il rapportait sur eux, c'est drôle. Hein? Alors moi il me semble qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dessus, sur le personnage de Yosef. Rachid dit, pourquoi il était du côté des Bnei Bila et Bnei Zilpa? Parce qu'ils étaient rejetés par les autres se prenaient pour des êtres supérieurs. Les enfants de Léa, c'était les gens nobles, et ils méprisaient les autres. Oui. Alors Yosef, Hayam Karvan, il est rapproché. Et comme il dit le Maskil David, parce que c'est marqué derrière, il était ami avec les Bnei servantes, Neché Aviv, les femmes de son père. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est les femmes de son père? On le sait très bien. Mais on vous dit que c'est ça qui est la machloquette entre Yosef et les frères. Que les frères de Léa, je veux dire, les enfants de Léa, eux, ils se considéraient comme des bessere Menschen, comme des gens, la race supérieure, et ils considéraient les autres comme des Arabes. Vous voyez? Et Yosef, il dit non, c'est Neché Aviv. Pourquoi il était ami avec eux? Parce qu'il dit c'est les femmes du père. Elles sont légitimes et vous n'avez pas le droit de les... Alors on aurait dit que quand quelqu'un, il prend une cause sur lui, il s'investit dans une cause, alors ça veut dire, normalement, on dirait, tout va dans ce sens-là. Vous voyez, par exemple, on va dire par exemple, maintenant, les femmes pendant longtemps étaient rejetées, méprisées, tout ce qu'on veut. Alors maintenant, on va défendre les femmes. Alors tout ce que les femmes font, c'est cachère. Si vous regardez, moi je le constate, un type qui veut divorcer, il a déjà tort par principe. La femme, elle est victime. C'est pas vrai, il y a des femmes qui ne sont pas victimes. Oui. Les femmes, elles ont été, je sais pas quoi, utilisées par tous les types qui avaient du pouvoir. Alors on regarde que ce côté-là. Et combien de femmes, elles utilisaient leur charme et leur séduction pour réussir? Il faut aussi regarder. On ne parle plus de ça. C'est interdit. Il y a la parité. Peu importe que la femme ne réussit pas, il faut qu'on trouve les nouveaux noms de rue qu'on va donner ici. Il faut donner, quand on donne un nom d'un homme, il faut trouver une femme. C'est pour ça qu'il y a que des inconnus, là, dès que c'est avec E, au pluriel, ES, oui. Parce que les femmes, c'était pas leur rôle de faire le devant de l'histoire, mais il faut absolument... Oui, quand on a pris la cause du prolétariat, les pauvres, alors, les pauvres, ils ont toujours raison. Vous comprenez? Quand on donne raison à quelqu'un, quand on s'investit dans une cause, alors il n'y a que ça qui... la fin justifie les moyens. Il dit, Yosef, c'est pas comme ça. Yosef, c'est un vrai tzaddik. Yosef, il est en même temps capable
de faire la guerre à ses frères, parce que vous n'avez pas le droit de reprocher, de repousser les fils de Bila et de Zilpa, ce sont aussi les femmes du peuple. Il leur fait la guerre pour ça, il se fait haïr à cause de ça, mais quand il y a quelque chose de mal à faire, il leur apporte aussi tout le mal qu'il y a, comme dit le Ramban, tout le mal qu'il y a, quand il y a des choses qui ne sont pas correctes chez les Bnei Bila et les Bnei Zilpa, il va pas dire, ah oui, mais comme il faut les défendre, il faut trouver que des arguments pour eux. Non! S'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez eux, eh bien, c'est pas bien chez eux, quitte à ce que ça leur plaise pas, et qu'ils sont ennemis, et qu'ils en veulent quelque part à Yosef. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas le défendre quand il va être vendu, parce que Yosef, quand il a une cause, il n'a pas une cause. C'est pas un idéologue, c'est pas un politicien. Vous comprenez? Ça, c'est une grandeur extraordinaire de Yosef. Et ça, c'est toujours le personnage de Yosef, qui est un personnage qui est à la fois les midot exceptionnels, Yosef Hatzadik, mais en même temps, c'est un homme yachar. Jamais il trompe la vérité, jamais il ne triche avec la vérité, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis toujours émerveillé dans la paracha quand le paro y rêve, et Yosef, ça fait 12 ans qu'il est en prison. Alors, le Sarah Mashkim a parlé de Yosef, oui, et il a parlé de lui. Tout de suite, on va y rutsu minabord, on le sort de prison à toute vitesse pour l'amener chez Paro. Vaïgalach, vaïchalef simlotav. J'aime tellement ça. Il s'est rasé et il a changé d'habit. Regardez ça. Un homme qui a passé 12 ans en prison. Il n'a aucun avenir. Maintenant, c'est la chance de sa vie, le rôle de sa vie. Il va paraître devant Paro. Et lui, il disait, l'Oderecheret, ce n'est pas des façons de se présenter devant un Paro. Il y a un kavod de Paro. Vaïgalar, il va se raser, il va changer d'habit. Il dit, on ne peut pas faire comme ça. Il ne saute pas sur l'occasion. Et puis c'est tout le temps Yosef. C'est tout le temps Yosef. Quand le paro, il lui dit, j'ai entendu que tu fais les rêves. Eh bien oui, ah, chic, t'as entendu. Ben, Biladaï, loin de moi. C'est pas moi. Jamais Yosef, à Tzadik, il va raconter un truc. Il va raconter un truc qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai. Quand les frères, ils s'en voulaient toujours de l'avoir vendu. Mais lo atem chartemoti. C'est pas vous qui m'avez vendu, vous êtes les instruments aux mains d'Hachem. Croyez pas, je vous ai pardonné parce que pour moi, vous avez seulement été les instruments qu'Hachem, il vous a envoyé le Michia. Il a fait que c'est vous qui m'avez envoyé pour être la nourriture, le nourricier de toute la famille. Pour vous sauver pendant la famine. C'est pour ça que Yosef, il peut pardonner à ses frères. Parce que jamais, il est en train de tricher sur les choses. Ça, c'est ça, la grandeur de Yosef, si vous voulez. Yosef est une remise en question extraordinaire pour les nations. Pas Esav lui-même, ce n'est pas le personnage d'Esav qui nous intéresse, c'est Beth Esav, Beth Yosef. Ça veut dire ce qui donne la suite, la succession. Yosef, c'est un homme qui a des midot exceptionnels, et c'est un homme, il ne fait pas de politique, il n'a pas de parti, il ne défend pas des causes, il dit la vérité. Vous comprenez? Jamais il prend quelque chose pour lui. La seule fois où il a fait une gaffe, il a payé ça de 2 ans de prison, et encore, c'était une gaffe que pour d'autres, ils auraient trouvé que c'est extraordinaire avec le chef des échansons, peu importe. Mais Yosef, c'est jamais quelqu'un qui s'empare d'eux. C'est un homme qui est sur le terrain, c'est un homme qui nourrit le monde, qui se préoccupe du monde, et c'est pour cela d'ailleurs que l'enseignement que Yaakov lui a donné, c'est un enseignement de Shem et Ever. C'est l'enseignement qui est pour l'humanité. L'enseignement qu'Hachem il a donné à Adam Arishon et qui s'est transmis par Shem et Ever, Yosef, il a une portée d'être dans le monde et d'être dans le continuateur du monde. Donc c'est pour ça que c'est vrai que les Grecs et les Kohanim Gedolim, ils vont être en conflit. Mais c'est pas tellement vrai. C'est pas tellement vrai. Les Grecs, ils sont en conflit avec les Midot,
avec la qualité des Bnei Israël, avec le fait que ce soit Éloqué Israël que Yosef il est en train de traduire. Qui est-ce qui est en opposition avec eux? C'est les Kohanim Gdolim. Je dirais, c'est pas, les Grecs n'étaient pas contre les Kohanim Gdolim. Les Grecs, ils ont un problème avec quelque chose qu'ils ont chez les Juifs, qui leur fait mal. C'est comme qui leur fait mal, c'est les midot et la yashrut et l'honnêteté, la rectitude, la droiture de Yosef. C'est contre ça qu'ils ont. Mais les Kohanim Gdolim, c'est eux qui vont être contre les Grecs. C'est pas les Grecs contre les Kohanim Gdolim. C'est vrai qu'ils ont tout rendu impur et tout ça, c'est parce que c'est leur façon de fonctionner. Mais c'était pas... L'attaque, c'était pas contre les Kohanim, bien qu'ils ont fait des brèches dans le Beth Amikdash. Ça, c'est des faits de guerre. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils se rendent compte que chez les Juifs, il y a quelque chose. Le goy, moi j'appelle ça comme ça, Yosef, quelque part, avec beaucoup de guillemets, c'est le goy des Juifs. C'est-à-dire, c'est celui qui est un individu, qui se sent important, qui est sur le devant de la scène, qui a cette mentalité de responsabilité individuelle, et qui arrive à sortir dans le monde, à s'exprimer dans le monde, dans le sadé, et c'est un homme qui reste d'une propreté hallucinante. C'est ça qui remet tout le monde en question. Et la descendante d'Esav, et les Grecs, et seulement que les ressources qu'on a, c'est que le peuple juif, il n'est pas que Yosef. Nous, on a deux grandeurs dans le peuple. On a Yosef, sur les midot, les constructions, la yashrut, c'est lui, le père du peuple, c'est l'exemple. Yosef Hatzadik, c'est le seul qu'on appelle Tzadik dans les tribus. C'est Yosef Hatzadik. Mais il y a aussi la dimension de l'imoud, la dimension des mitzvot, la dimension de Gdusha. Et ça, c'est un nouvel étage. Ça, c'est à l'intérieur de l'histoire du peuple juif. C'est les Kohanim qui vont l'incarner.